Si vous êtes en face d'une personne, vous êtes dans la rue, et que vous êtes tellement aligné, vous avez le respect de vous, et il y a quelque chose qui ne vacille pas, je vais le prendre comme ça, un voleur ou une personne, quelqu'un qui cherche une cible, ou vous voyez, qui cherche en tout cas une proie, quand il arrive, il regarde la personne, il sent l'énergie. Vous voyez, de cette personne-là. Et s'il y a quelque chose dans lequel il n'a pas de point d'accroche, dans la sensation d'aller le voler, voilà, il ne le regarde pas, il dit non, ça non, ça non. Ouais, et là, ah oui, ça oui, parce qu'il sent la faiblesse, il sent l'énergie, il y a quelque chose, et il vient. Et ça, je dis ça de cette manière-là, en prenant l'histoire d'un vol, d'un truc qui peut arriver dans la rue, dans des synchronicités. Là encore, c'est conscient, mais il y a plein de choses qui sont inconscientes comme ça. Et plein de choses qui sont aussi dans les mondes invisibles, l'ouverture pour des entités, pour des charges, pour des auto-empoisonnements, pour des synchronicités merdiques qui vont nous arriver. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que l'on vit ou que l'on pouvait vivre avant quand on n'avait pas soigné certaines choses, et dès qu'on les a soignées, ça ne nous arrive plus. C'est un petit peu comme je vous disais, hier je vous parlais des passeurs d'âme. Et on disait, ouais, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, et je vous disais, c'est souvent des gens qui sont au début du chemin, de leur chemin spirituel, et qui sont là, oui, moi je pense que je suis passeur d'âme, je suis dans ma mission, c'est passeur d'âme, il y a beaucoup de médiums qui sont là-dedans, etc. Mais c'est tout simplement parce que là, dans ce qu'ils portent, dans ce qu'ils sont, dans cette relation de sauveur, un peu en pâte, avec toutes ces blessures qui sont présentes, ils attirent ces synchronicités et s'identifient à cette mission. Mais je vous assure dans l'expérience que s'ils soignent ça réellement, ils dépassent ça, c'est terminé. Il n'y a plus une seule amérante qui se présente, le boulot il est terminé. Ce n'était pas une mission, c'était l'opportunité et le résultat de la conséquence de leur vibration. Notre vie est à l'image de ce que nous vivons et de ce que nous vibrons. Nous ne pouvons pas manifester ce que nous sommes. Pas. Et dans un chemin spirituel, la base, au-delà de l'aspiration normale qui nous fait naturellement aller dans ce chemin, parce que voilà, il faut une aspiration. L'aspiration, c'est vraiment la base. C'est d'ailleurs en ça, quelque part, qui différencie quelqu'un qui est sur un chemin, on va dire, j'allais dire conscient, mais pas forcément. Il y a des gens qui ont une forte aspiration, mais ils vivent un chemin spirituel avec une intensité subconsciente, quelque part. Il y a quelque chose qui les pousse à vivre des choses pour pouvoir grandir. Vous voyez, cette aspiration, elle est vraiment là, en fait, dans le développement des choses. Et vous voyez, sur un chemin spirituel, la base, c'est la paix. C'est vraiment à réussir à trouver la paix. Et la paix, c'est pas simplement le fait de trouver du calme. C'est le fait de trouver de la paix aussi avec soi. Vous voyez, même pour les méditations, quand on parle de méditation, quand on fait de la méditation, on va dire ça comme ça, à un certain niveau, tant que nous méditons, eh ben, nous ne sommes pas en train de méditer quelque part. Vous voyez ? C'est comme si, tant que nous sommes en train de nous concentrer pour vivre, eh ben, nous ne sommes pas encore dans le fait de vivre. Si je le dis de cette manière-là. Tant que nous nous concentrons pour dormir, nous ne sommes pas encore en train de dormir. Et ce que je veux dire, c'est que la méditation, c'est pareil. C'est que quand on médite, et on oublie qu'on médite, et on est juste dans la paix d'être, nous sommes en train de méditer. Autrement, on est en train d'essayer d'apprendre à méditer, même si on médite des heures. Mais si pendant qu'on médite, on est dans la posture de tenter de méditer, eh ben, en fait, et on prend conscience que je suis en train de méditer, non, plus comme ça, etc. Ma posture comme ça, concentre-toi sur ta respiration. Vous voyez, eh ben, on n'est pas encore dans la méditation. Donc la méditation, en tant que telle, n'est pas une performance, elle n'est pas un objectif, et elle est un moyen, vraiment un moyen, de réaliser naturellement une continuité en fait pour notre vie quotidienne, pour que naturellement cet état-là devienne un état naturel dans notre quotidien et qu'on soit en état, on va dire, de méditation. Je donne souvent l'exemple un petit peu que quand on parle de yoga, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont séduits. Quand on regarde sur Insta, on a des personnes en legging, voilà, avec un corps assez bien travaillé, voilà, dans des postures assez, voilà, que tout le monde ne fait pas. Hein, et on a affaire à un mannequin, presque, voilà, postural, on va dire, voilà, et qui montre en tout cas des asanas, des postures en tout cas que la plupart des personnes, 95% des personnes, même parfois déjà un peu souples et un peu sportifs, ne font pas. Et en fait, on finit par confondre le yoga
en fait, avec ça. Quand on parle de yoga, voilà, on imagine la petite sauge, le petit truc, la petite bougie chauffe-plat avec le petit lotus et une petite nana en legging, tranquille, par un petit matin avec son petit yogiti, hein, qui fait sa méditation, vous voyez. Mais en fait, le yoga, c'est pas ça. Et en Inde, par exemple, les maîtres, souvent, ils disent j'ai réalisé yoga, ou je fais yoga. Et yoga signifie la réalisation, en fait, de deux espaces, Shiva Shakti, et qui sont cette énergie masculine, féminine, qui sont cet espace, on va dire, yin et yang, et qui est cette réalisation de ces deux canaux, Ida et Pingala, qui traversent le corps, du bas vers le haut, et qui amènent à réaliser cette union, en tout cas, au niveau du Sahasrara. Donc ça, c'est une chose qu'on ne dit pas dès le premier module à la salle des fêtes, hein, à 19h le dimanche soir, hein, quand on commence le cours de yoga, vous voyez. Mais cependant, malgré tout, le yoga, c'est avant tout un chemin de conscience. Et presque, je dirais, même une personne qui n'aurait pas la dextérité de souplesse, hein, on va dire, d'une yogini, qui montre en tout cas toutes ses performances, en tout cas sur Insta, mais qui aura un physique relativement assez normal et qui ne fait pas toutes les postures, eh ben, peut amener et même presque guider des personnes dans ce chemin de conscience plus profondément que des personnes qui s'intéressent à la superficialité des postures. Vous savez, dans les chemins du yoga, si on dit ça comme ça, au tout début, dans les grands yogas qui existent, il y a eu des chemins qui ont amené à coloniser, à conquérir des espaces de l'esprit. Et au tout début, on a eu le Hatha Yoga, on a le Karma Yoga, on a la Bhakti Yoga, on a le Jnana Yoga, c'est-à-dire on a le yoga du corps, on a le yoga du service, on a le yoga de la connaissance, on a le yoga de la dévotion. Ce sont toutes des pratiques qui ont amené à réaliser en fait les profondeurs de l'esprit. Dans le Hatha Yoga, qui est le yoga du corps, et qui donc est ce yoga, voilà, eh ben c'est presque à un certain niveau, au niveau des enseignements qui ont été donnés, presque le premier yoga qui est venu. Pas parce que c'est le premier, il y en avait d'autres avant. Mais quand les structures d'enseignement ont été mises en place, on a commencé à se dire comment maîtriser l'esprit. Et dans le lien corps et esprit, on s'est dit qu'il fallait maîtriser le corps pour réussir à maîtriser l'esprit. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que pas forcément. On pouvait très bien réussir à presque stopper le cœur, à mettre les doigts de pied derrière le cou, à faire énormément de choses. Vous voyez, dans le yoga, il y a même des techniques qui amènent en tout cas à nettoyer carrément l'intérieur du corps, à sortir les intestins, à les racler, à les brosser, machin. Il y a des techniques hallucinantes de maîtrise de personnes qui restent sous l'eau pendant 15 minutes enfermées. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans des techniques, voilà. Mais qui, malgré tout, n'amènent pas le bonheur. Elles amènent la maîtrise du corps. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait dépasser des limites de maîtrise du corps qui étaient assez hallucinantes sans forcément réaliser la nature de l'esprit. Ce qui était au début l'objectif quand même. Et de ce fait est né d'autres pratiques et d'autres techniques avec celle de s'abandonner. On s'était rendu compte que non, l'esprit doit se plier à quelque chose de plus profond. Et que le corps peut dépasser ses limites par la persévérance, on va dire, la force du mental, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant que les graines du bonheur pouvaient germer dans quelqu'un qui était capable, en tout cas, d'énormément de prouesses, en tout cas physiques. C'est intéressant, en fait, ça, parce qu'on a cette... et je vais dire ça comme ça. Quand on est ensemble, tous ensemble, nous faisons du yoga ensemble. Toute la journée, on fait du yoga. On fait du yoga de l'esprit. La concentration, l'aspiration, l'abandon au divin. On amène nos corps à être athlétiques, on les amène à se torsionner, à se contorsionner vers le divin, on les amène à s'ouvrir pour qu'ils s'enracinent. Si on prenait des photos un petit peu, vous savez, de nos corps quand ils sont en train de méditer, on se rendrait compte que même les présences qui viennent, les énergies qui viennent, ils nous amènent à étirer le bras, à amener la jambe derrière l'épaule pour que ça pénètre plus, pour que ceci, pour que cela. Parce que derrière, il faut que la lumière elle puisse pénétrer. Donc les corps, ils sont obligés d'une manière ou l'autre de s'assouplir. La lumière de s'expanser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est du yoga de l'esprit, mais ce n'est pas forcément le yoga du corps tel qu'on l'entend. Et comme je vous ai dit, c'est le yoga des corps. Il y a des personnes qui ne sont pas expertes, entre guillemets, qui sont moins dans la superficialité du yoga, mais qui amènent les personnes à avoir un chemin assez intégral dans leur yoga, en amenant pas que par des respirations ou de la relaxation, mais par une compréhension profonde de la nature de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs limites intérieures, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La base de toutes les techniques qui nous amènent à pouvoir être prêts sur notre chemin, c'est de réussir à être en paix avec nous-mêmes. C'est la base. Et cette paix avec nous-mêmes, parce qu'avant
de pouvoir vivre ces états dans lesquels on va récupérer de la lumière, il faut savoir que cette lumière elle va pénétrer les corps, elle va descendre dans la conscience petit à petit. On s'abandonne à quelque chose dans lequel on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Mais si derrière notre petit être, on va dire, égocentrique est stressé, perturbé en tout cas par la vision de lui-même, pas en adéquation avec ce qu'il représente vis-à-vis de lui-même et ainsi de suite, on va avoir affaire à un petit truc qui va s'exciter de plus en plus dans le corps. Donc, on va mettre en lumière, d'un certain point de vue, on va manquer d'espace quand cette lumière, elle va éclairer les mécanismes, en tout cas, que nous n'avions pas forcément vus, mais surtout que nous n'acceptons pas nous-mêmes. Parce que c'est là le problème, le principal problème. C'est est-ce que nous nous accueillons nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables d'accueillir et d'accepter ce que nous percevons de nous-mêmes? Et je vous dis ça parce que je vois aussi qu'entre nous, par rapport aux expériences qu'on a vécues tous ensemble, aux choses que vous vivez, aux choses que vous rapportez ou vous partagez, cette difficulté à accueillir ou à accepter la frustration, les capacités, la confiance en vous et aussi la légitimité. Le fait de est-ce que je suis légitime, est-ce que j'y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. avec quelque chose qui va auto-saboter en quelque part, on pourrait dire ça comme ça, tous les autres espaces de la conscience et vous fermer après pour ce qui peut venir ensuite parce que quelque chose ne correspond pas à ce qu'on voudrait que ça corresponde. Avec un ego exigeant sur la nature de ce que le petit moi parfois désire, sans voir le cadeau et les dimensions qui sont derrière et qui s'ouvrent en parallèle et qui sont même parfois plus importantes. Et il y a une chose aussi importante aussi, c'est que chaque chose en son temps. Quand un jardinier, il plante un arbre et il plante un petit pommier, il sait qu'il n'aura pas de pommes avant peut-être 7, 8, parfois 10 ans. Et on a perdu cette capacité et cette qualité liée à la tolérance, où on a le tout de suite, où on est consommateur de ses propres réalisations ou manifestations spontanées que l'on désire, ce qui est aussi une tendance, vous savez, un petit peu aujourd'hui. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le meilleur cadeau que l'on puisse se faire à soi-même, c'est de réussir à trouver la paix. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Apprendre à trouver de la patience, du calme, dans le processus lent des choses. Quand on met une graine dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, une fois qu'on l'a mis en terre et on l'a arrosé, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui fout la paix. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'assoit devant, vous voyez, comme ça, commence à taper avec sa pelle et qui commence à lui gueuler dessus. Au bout de 5 minutes, lui dit « Bon, alors, j'ai pas toute ma journée, moi. Je reviens demain à 8 heures. S'il n'y a rien, je te déplante. Je t'enlève. » Vous voyez, mais c'est marrant, mais c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. On commence un chemin, on commence des pratiques, on rentre sur une voie, on rentre dans un espace, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques jours, on est là, bon, il n'y a pas, ça marche pas, je sens rien, il n'y a pas le truc, bon, c'est pas pour moi. Voilà, allez hop, je vais faire autre chose. C'est le truc, vous voyez, c'est ce manque de patience, ce manque de tolérance. Vous voyez, peut-être, je dirais ça comme ça, la chance que j'ai eue, alors là je vais vraiment parler pour moi. Vous savez, on a toujours, je vais faire la petite parenthèse juste avant, on a toujours, vous savez, ce conseil de mieux vaut creuser un seul trou de manière récurrente et ne pas le quitter que d'en creuser une cinquantaine de 1 mètre quand on cherche de l'eau. Vous voyez, parce qu'à un moment, si on reste sur le même trou, on va finir par avoir une veine d'eau d'une manière ou d'une autre. Alors que si on en fait plein et on imagine à chaque fois de creuser qu'1 mètre, on va s'épuiser et on ne descend même pas à la profondeur dans lequel il y a l'eau. Et dans mon chemin en fait spirituel et personnel, la chance que j'ai eue, je vais dire ça comme ça, c'est que à l'époque où j'ai découvert en fait mes pratiques, et j'avais cette aspiration, en tout cas, et à l'époque, j'avais vraiment de manière consciente, parce que j'avais déjà des pratiques, mais là où j'ai fait de manière presque intensive, j'avais 19 ans à l'époque, vraiment de manière intensive de méditation, c'est que je croyais tellement en ces techniques-là. Pour moi, je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs. Ça ne m'intéressait pas. Je ne lisais même pas les livres, les trucs, j'avais trouvé mes pratiques. Ces pratiques initiatiques qui m'avaient été, on va dire, un petit peu partagées par un couple d'amis qui suivaient à l'époque, on va dire, vraiment un chaman, et c'était ces techniques, en tout cas, de giration, de concentration, de balancer, de fixation de la lumière, de pensée rythmée, et ainsi de suite. Et ça me parlait tellement,
que je n'avais pas du tout envie d'aller voir ailleurs ou de regarder quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait que l'avantage, c'est que comme j'étais pas noyé un petit peu sous l'érudition, on va dire un petit peu distraite, par la distraction, on va dire ça comme ça, livresque, on va dire de tout ce qui peut être proposé, et bien en fait j'étais à fond sur mes pratiques. Et de ce fait, je ne faisais que ça. Mais en faisant que ça, pendant des années à des heures par jour, forcément, j'ai réussi à trouver de l'eau. J'ai réussi à trouver des espaces, en tout cas, qui font que, après, quand je me suis intéressé, je sais pas moi, au Tao, au Zen, au Shintoïsme, à l'occultisme, à Advaita Vedanta, à l'hindouisme, machin, etc. Je regardais toutes les techniques de tous les maîtres, etc. Après, je disais, oui, mais moi aussi, je vis ça. Ah oui, eux, ils le voient comme ça, parce que, mais c'est pas complet, ça. Ils disent ça, mais pourquoi ils disent ça comme ça et là, je regardais, ah oui, mais ça, c'est l'impersonnalité. Oui, ça, il y a détachement. Oui, mais à un moment, tu vis des trucs, parce que moi, et petit à petit, c'est plus quelque chose qui devenait, en tout cas au niveau des livres, je veux dire, quelque chose qui m'attirait ou me dispersait, mais ça éclairait certaines choses que je vivais, ou au contraire, ça posait des interrogations sur les limites que ça proposait, ou sur les espaces, forcément, que je n'avais pas forcément réalisés. Et la chose, c'est que petit à petit, mon chemin, qui était plus, on pourrait dire, initiatique, on va dire ça comme ça, parce que c'était quelque chose dans lequel, à cette époque, je n'étais pas forcément dans un chemin d'amour conscient. Je n'étais pas dans le truc de « Ah tiens, je vais réaliser, apprendre à aimer ». C'était pas mon truc. J'étais dans quelque chose de très, discipliné, mais j'étais plus un guerrier, en fait, un guerrier de la conscience, quelque chose qui doit ouvrir les portes de la perception, avec le fait où je me disais que tout seul, j'allais réussir à ouvrir les espaces par la méditation, par mes propres pratiques, par ma discipline et par ma concentration et les expériences que j'allais vivre. Donc pour moi, je me disais, voilà, c'est la méditation, j'ai besoin de personne d'autre. La vie m'a clairement montré le contraire. Parce que de ce fait, je suis allé même tellement loin dans les techniques initiatiques que c'est vrai qu'il y a des centres qui se sont ouverts et qui ont été bien plus ouverts que ce que j'aurais pu imaginer. Donc je me suis retrouvé plongé dans les mondes invisibles et ça a été, à un moment, il y a une descente aux enfers en ce qui me concerne parce que j'ai ouvert trop mes centres et je percevais, je vivais trop de choses dans d'autres mondes alors que je n'avais pas l'ancrage pour, je n'avais pas la paix en moi pour et je n'avais pas soigné ce qu'il fallait pour. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que j'incarnais mes peurs et que je manifestais, je visualisais mes peurs. Et que ce que je voyais dans le monde invisible étaient les correspondances directes des espaces qui n'étaient pas en paix et qui n'avaient pas été soignés. Et ça, c'est quelque chose que vous devez réaliser, qui est important, surtout dans les mondes de l'astral, c'est que quand nous n'avons pas l'espace, quand nous n'avons pas la paix, la tranquillité, la confiance, un espace de reliance qui a été créé, principalement, le cadeau que nous offrent les mondes invisibles et de la lumière que nous percevons nous amène automatiquement à percevoir toute la noirceur, les ténèbres, les limites, on va dire, et voire même plus on va haut, plus les peurs les plus profondes que nous portons sont mises en lumière. Et les êtres que nous allons voir, même les êtres de lumière que nous pouvons percevoir, peuvent prendre la forme de quelque chose de ténébreux. Tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts à voir cette lumière-là. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas prêts à voir la nôtre. Et nous ne pouvons voir que ce que nous sommes. Entendez bien, nous ne pouvons voir que ce que nous sommes. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est extrêmement négatif, qui ne voit aucune beauté dans le monde, si on lui met, imaginons, on prend l'archétype d'un Jésus qui marcherait comme ça, vraiment, imaginons sur l'eau, il volerait comme ça sur l'eau. Vous voyez, comme ça, et qui arriverait avec une belle lumière. Et la première chose que la personne ferait, c'est « Oh, le manipulateur, c'est quoi ce tour-là » La première chose, tu vois. Et dès qu'il se mettrait à parler, il parle trop bien pour que ce ne soit pas une manipulation, une arnaque, ce truc-là. Vous voyez, ce serait automatique parce que, voilà, celui qui toucherait à sa lumière, il verrait la lumière. Et il dirait « C'est incroyable, il n'y a pas de truc là, ce que je vois, c'est réel. Il y a une vraie lumière, il y a un amour qu'elle a. » Et le manipulateur qui ne voit que son ombre et qui serait dans ses croyances, ses schémas sclérosants, lui, il percevrait que de la manipulation, de l'arnaque, du charlatanisme. Et je vous dis ça parce que dans notre processus ensemble, dans lequel on avance, vous allez voir que petit à petit, on monte en vibration, on s'élève petit à petit. On nettoie, on libère tous ensemble, on avance, moi comme vous, et on ouvre des espaces dans lesquels on commence à faire révéler cette lumière intérieure. Et en la faisant révéler, petit à petit, on va éclairer ce qui n'a plus lieu d'être.
Mais comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui peuvent sauter et qui sont le résultat d'une grâce naturelle, en tout cas du divin et du chemin. Et puis il y a d'autres choses que c'est à nous de regarder. Et le meilleur cadeau que peut nous faire cette lumière, c'est de nous les mettre en face, de nous permettre de les voir. Parce que si on ne les voit pas, on ne peut pas les libérer. Et même d'ailleurs, c'est des choses qui vont prendre de plus en plus de place dans notre conscience. C'est-à-dire que si on est pris par l'illégitimité, on va se retrouver en permanence avec des situations qui nous rendent pas dignes, qui nous rendent illégitimes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ? Un petit peu, vous savez, comme quand on a une blessure de dévalorisation, on va se retrouver avec des personnes autour de nous qui prennent énormément de place et qui vont naturellement, de manière qui pourrait paraître hasardeuse, nous écraser. Mais en fait, naturellement, c'est pour nous apprendre à prendre notre place, pour amplifier ce processus et cette blessure que nous ouvrons et qui attire la partie complémentaire pour nous permettre de la réaliser et de la transmuter. Et vous savez, c'est toujours le même problème, c'est que vous connaissez ce groupe de potes, vous savez, ou de copines comme ça qui sont dans la rue, et à chaque fois qu'il arrive un problème, c'est toujours à une des personnes du groupe. À tel point que c'est toujours à Romuald qui arrive des problèmes. Surveillez-le, lui, ce soir, parce que à lui, c'est toujours à lui. Vous voyez, c'est le genre de truc, vous êtes une bande de potes. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est lui comme ça, c'est pas parce qu'il n'a pas de chance. C'est simplement parce que derrière, cette personne-là, elle a des failles, on va dire, elle a quelque chose en elle qui ouvre la porte à des gens qui vont venir profiter de ça et qui vont... voilà. Si vous êtes en face d'une personne, vous êtes dans la rue, et que vous êtes tellement aligné, vous avez le respect de vous, et il y a quelque chose qui ne vacille pas, je vais le prendre comme ça, un voleur ou une personne, quelqu'un qui cherche une cible, ou on va dire qui cherche en tout cas une proie, quand il arrive, il regarde la personne, il sent l'énergie, vous voyez, de cette personne-là. Et s'il y a quelque chose dans laquelle il n'a pas de point d'accroche, dans la sensation d'aller le voler, voilà, il ne regarde pas, il dit non, ça non. Ça non. Ouais. Et là, ah oui, ça oui. Parce qu'il sent la faiblesse, il sent l'énergie, il y a quelque chose. Et il vient. Et ça, je dis ça de cette manière-là, en prenant l'histoire d'un vol, d'un truc qui peut arriver dans la rue, dans des synchronicités. Là encore, c'est conscient. Mais il y a plein de choses qui sont inconscientes comme ça. Et plein de choses qui sont aussi dans les mondes invisibles. L'ouverture pour des entités, pour des charges, pour des auto-empoisonnements, pour des synchronicités merdiques qui vont nous arriver. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que l'on vit ou que l'on pouvait vivre avant quand on n'avait pas soigné certaines choses. Et dès qu'on les a soignées, ça ne nous arrive plus. C'est un petit peu comme je vous disais, hier je vous parlais des passeurs d'âme. Et on disait, ouais, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, et je vous disais, c'est souvent des gens qui sont au début du chemin, de leur chemin spirituel, et qui sont là, oui, moi je pense que je suis passeur d'âme, je suis dans ma mission c'est passeur d'âme, il y a beaucoup de médiums qui sont là-dedans, etc. Mais c'est tout simplement parce que là, dans ce qu'ils portent, dans ce qu'ils sont, dans cette relation de sauveur, un peu en pâte, avec toutes ces blessures qui sont présentes, ils attirent ces synchronicités et s'identifient à cette mission. Mais je vous assure dans l'expérience que s'ils soignent ça réellement, ils dépassent ça, c'est terminé. Il n'y a plus une seule amérante qui se présente, le boulot il est terminé. Ce n'était pas une mission, c'était l'opportunité et le résultat de la conséquence de leur vibration. Notre vie est à l'image de ce que nous vivons et de ce que nous vibrons. Nous ne pouvons pas manifester ce que nous sommes. Pas. C'est vraiment important. Nous ne pouvons manifester que ce que nous sommes. De ce fait, notre feng shui est à notre image. Notre vocabulaire est à l'image de ce que nous avons en nous. Notre clarté ou notre lumière est à l'image des espaces que nous avons colonisés. Nos projets sont à l'image de et nos rêves sont à l'image de notre potentiel réalisé. Donc quelque part, il va être important pour ça, et ça va être vraiment la base, ça va être d'apprendre à trouver la paix avec soi, apprendre à accueillir ce qui est présent, apprendre à se détendre avec ce qui paraît chiant, c'est-à-dire la paix, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que la paix. Hein, à son niveau superficiel, il n'y a rien de plus chiant. Pourquoi il n'y a rien de plus chiant ? Parce que c'est ce qui va permettre de stabiliser on avait vu les trois plans hier, on avait parlé du plan physique, des plans de subconscience, inconscience, du plan vital et du plan mental. Et je vous avais dit que ce plan vital, c'était le plan du pouvoir, de la vie, c'est le plan de la vitalité, de l'intensité. Et bien cette intensité, il va falloir la détendre, la calmer, apprendre à vivre dans le calme, apprendre à trouver la paix. Ça veut dire qu'il va falloir calmer l'émotionnel. Mais pour le calmer, l'émotionnel, c'est pas qu'il va falloir le maîtriser. C'est comme on dit, je vais apprendre à gérer mes émotions. Tu sais, j'ai même une formation, gérer les émotions. Mais en fait, les émotions, elles ne se gèrent pas. Ça ne se gère pas, les émotions. On ne peut pas les gérer.
entre guillemets. On ne peut que les accueillir, on ne peut que se détendre avec ce qui nous traverse. Parce que de toute façon, ce sont des espaces qui ont besoin de s'exprimer. Comme je vous disais, c'est comme un enfant. Le corps émotionnel, c'est un enfant, il se construit. La structure de caractère, elle se construit de l'époque intra-utérine jusqu'à 8 ans. Donc c'est toujours un enfant à qui on a affaire quand on est en lien avec notre émotionnel. Donc on ne peut pas agir avec lui comme avec l'adulte. On ne peut pas dire « ça suffit, arrête de pleurer ». Oui, ça c'est l'adulte. Le mental, c'est l'adulte. Puisque lui, il se construit à un âge plus grand et il continue à se développer plus grand. Donc quand le mental il parle à l'émotionnel, il brime un petit enfant. C'est pour ça que les techniques de sophro-régressive, d'hypnose régressive ou toutes les techniques de l'enfant intérieur nous demandent d'aller et de retourner à l'époque de la petite enfance, papa, maman, etc. À l'époque où se sont construits les premiers traumatismes, les premiers points de vue qui ont donné naissance à notre manière de vivre notre vie, à se positionner en tout cas par rapport à ce que l'on vit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette partie-là, émotionnelle, c'est vraiment une partie de l'enfant. Et l'enfant, on ne peut que l'accueillir. Regardez ce que ça fait de crier sur un enfant. Je le sais, je suis moi-même complètement déboussolé avec ça des fois à la maison parce que voilà, j'ai ce truc-là, d'être là. Des fois, je suis là et j'en ai marre et il y a quelque chose qui me prend. Enfin voilà, je suis vraiment dans la même réalité que beaucoup de monde. Où à un moment, on a le travail, le truc, le machin, on est en call, on a le truc, tout commence dans 5 minutes, les caméras sont pas voilà, et puis ça se met à pleurer, ou ça veut le truc, ou c'est machin, ou on a un coup de fil, et voilà, et il y a un moment, ça monte en fait. Et à un moment, voilà, qu'est-ce qui manque à ce moment-là ? La paix, l'espace. On se fait prendre, en tout cas, par ce manque d'espace. Et je dis ça parce que si on rentre dans la chose, vous savez, de dire à ce moment-là et de crier sur l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? C'est encore pire. Vous le savez, c'est pire. Plus on va crier, plus c'est pire. Et bien, c'est exactement pareil avec nous. Plus on va crier sur soi, plus on va être mécontent sur ce que l'on vit, sur ces trucs qui ne marchent pas, on n'a pas vu, on n'a pas perçu, etc. Plus quelque part ça crie en nous, plus ça pleure et plus ça se ferme. Et moins on y arrive. Vous voyez où je veux en venir ? Ce qui veut dire qu'il va être important, en tout cas par rapport à ça, d'apprendre à trouver la paix, apprendre à accueillir les choses. Mais le lien et le lien avec cet enfant qui a le droit de vivre, le droit de s'exprimer, le droit de vivre ce rêve, en tout cas de rentrer dans cette magie de la vie, eh ben, il est, entre guillemets, parfois castré, parfois brimé, parfois empêché, en tout cas, par certaines choses qui fait qu'on ne le laisse pas, en tout cas, vivre en paix. Parce que l'adulte, il est fort, il y a une maturité, il y a une conscience mentale qui est là et qui, parfois, ne se sent même presque pas légitime pour autoriser, en tout cas, cet espace-là de se réunifier. Comment être en paix avec soi ? Comment guérir par la paix les blessures qui sont présentes ? Comment arrêter de se fastigier, de se fustiger ? Fastigier. Comment arrêter de se fastigier ? C'est pas ça. Hein ? Et au contraire, fastigions-nous. Mais ouais, de se fustiger et de se trimballer avec son petit martinet, vous voyez, pour voilà, dès qu'on a un moment, pour aller se donner des petits coups, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne se fait pas, mais c'est de véritablement, voilà, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et vous savez, cette fondation de la paix, c'est quelque chose qui va permettre ensuite de créer de l'espace. De créer de l'espace, de plus en plus d'espace. Et cet espace, eh ben, c'est là que ça va permettre de pouvoir voir, de pouvoir contempler nos mécanismes, de pouvoir acquérir plus de tranquillité, de mieux accepter ce qui nous traverse, mais de pouvoir recevoir plus de lumière. Parce que c'est l'espace, c'est la nature de l'esprit qui peut quelque part, dans la nature de l'espace et du soi, qui peut intégrer quelque part la puissance de la Shakti, en tout cas, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que la partie non manifestée, si on parle comme ça de la conscience, c'est l'espace. Et la partie manifestée, c'est la partie lumineuse, c'est la conscience vivante, c'est l'âme quelque part, on pourrait dire ça comme ça, dans sa partie supérieure. Eh bien, il faut se dire que plus nous réalisons et nous arrivions à trouver du détachement, du lâcher-prise, de la profondeur dans la paix, plus nous pouvons accueillir cette lumière, parce que cette lumière, elle porte en elle, on va dire, vraiment la puissance lumineuse qui éclaire ce que nous sommes. Et ce que nous sommes ou ce que nous pensons être, n'est pas toujours des plus agréables à regarder. Parce qu'on s'est construit pendant des années, comme je vous dis, sur des choses qui sont une perception de nous qui est assez limitée. Regardez chacun d'entre vous ce que vous pensez de vous-même. C'est pas évident.
C'est pas évident parce que des fois on se dit bah oui c'est vrai que je suis un peu brumé, j'ai machin, je me sens pas capable. Regardons ensemble toutes les limites que porte en tout cas notre individualité personnelle, le je, le moi. C'est pas évident. Il n'est jamais très glorieux. Et même s'il est très glorieux, bah on voit bien que c'est une petite pompe à orgueil qui tente de cacher d'autres choses. Hein, parce que les personnes qui sont souvent très égocentrées, très égoïstes, entre guillemets, avec un orgueil qui est fort où ils se mettent en avant, c'est une manière aussi pour eux de cacher une dévalorisation derrière ou des choses. Pareil pour des personnes, vous savez, qui sont parfois des fois, on a affaire à des gens, vous savez, je prends un exemple, des gens qui ont un côté très brut, quelqu'un de costaud, très, très fort, hein, même un militaire, vous savez, hyper vraiment balèze. Vous avez le GI, le Marines, vous voyez, le truc un peu abîmé, qui a fait 2-3 guerres, etc. Et ben, vous le regardez. Et qu'en fait, quand vous regardez, et si vous connaissez des personnes, bon, je dis un peu en cliché comme ça, vous avez à l'intérieur quelque chose de très doux, de très sensible en définitive. Mais la construction de vie a fait qu'il a créé, en contrepartie, pour protéger cette sensibilité, quelque chose d'extrêmement dur, une carcasse extrêmement puissante, en tout cas autour, pour protéger, par principe d'inversion, toute la sensibilité et la douceur qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il arrive à y descendre, mais très souvent, on a ce processus-là qui est là. Et donc, c'est pour ça que nos protections sont toujours à la mesure, ou à l'image en tout cas, de la qualité de sensibilité que nous avons à l'intérieur. Avant de nourrir la méfiance, avant de nourrir la protection en permanence et de rentrer dans des systèmes, en tout cas, on va dire, de protection, apprenons à accueillir la paix et le calme. Et si je vous dis que c'est chiant, c'est parce qu'au début, il va falloir apprendre à s'autoriser, on va dire ça comme ça, à ne plus rentrer dans l'intensité des choses. Il va falloir apprendre à se désidentifier, à se détacher doucement pour trouver un espace de calme en nous.